volontairement s'assujettir. Le dernier point, si vous me permettez, c'est justement ce que je tentais de dire tout à l'heure sur en fait, la nécessaire anticipation des besoins en financement qui vont être liés au développement. Ce sont donc des projets de longue durée. Hein. Il y a en fait des véritables questions qui se posent quant à la fiabilité des prévisions des coûts de démantèlement. Et c'est là en fait où notre rôle d'avocat, pour ceux qui le sont dans la salle, c'est d'essayer de fournir à son client le cadre juridique le plus à même de lui permettre de faire face à cette incertitude, pour lui permettre de faire face à cette incertitude, le moment venu. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de risques incalculables, on ne pourra pas forcément tous les traiter, mais la force du contrat, c'est d'essayer justement de prévoir et d'avoir un cadre pour les traiter. Et donc, en ceci, on a vu tout à l'heure en France, notamment en offshore, ce n'était pas le cas, mais la mise en place de garanties ou de fonds communs de ressources, ça semble être une des solutions les plus à même, justement, qui permettrait d'éviter d'éventuels accidents industriels où les ressources ne soient pas en face des besoins. On aurait pu dire un mot, mais là j'ai plus le temps, du traitement fiscal particulier, puisque ça aussi, ça reste quand même un des leviers de l'état d'accueil, de l'état du fort, pour justement gérer les coûts du démantèlement, comment traiter fiscalement cette problématique. Je terminerai simplement en disant qu'on peut avoir toutes les normes applicables et les meilleurs accords à respecter. Un des autres aspects, et peut-être qu'on en dira un mot avec le confrère Bravant, c'est le contrôle du respect de ces sources de droit. C'est-à-dire que tant qu'il peut y avoir un caractère lacunaire dans la législation, y compris dans les contrats, mais si le contrôle est en place et le contrôle est fort, ça peut permettre justement d'éviter les dérapages. Et c'est sur le contrôle qu'on note quand même de graves lacunes et où potentiellement il y a des sources d'amélioration à intervenir. Merci pour votre temps. Sans tarder, je passe la parole à Stéphane sur les droits humains et le respect. Et ça engage sur la question de la responsabilité de tous les aspects qui ont été évoqués tout à l'heure. Et j'espère que nous serons à la hauteur aussi ce matin. En tous les cas, après mes deux interlocuteurs avant moi, je suis certain que déjà la bonne ligne a été prise. Ce que je voudrais dire, je vais essayer de vous passer quelques messages. Je ne vais pas utiliser mes transparents et je change au dernier moment ma présentation. Pour essayer de respecter le temps, M. Bâtonnier, et faites allumer votre petite cloche quand je parle trop longtemps. Il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a même quelques jours, parler du respect des droits de l'homme à des entreprises, notamment minières et pétrolières, était illusoire, voire pire, je semais le doute, voire pire, il m'est arrivé que certains me disaient non, ça Stéphane, c'est pas le rôle des entreprises, c'est le rôle des États. Les entreprises sont là pour faire du profit, c'est vrai, à tout prix. Est-ce qu'une entreprise peut s'enrichir au détriment des droits fondamentaux? Est-ce qu'on a le droit de gagner de l'argent au détriment des droits que vous et moi avons? Voilà la prise de conscience nouvelle. Cette prise de conscience nouvelle, c'est celle du XXIe siècle. C'est celle d'un nouveau siècle. Et à qui doit-on cette prise de conscience nouvelle? De dire aux entreprises, vous aussi, vous devez respecter les droits fondamentaux des êtres humains. À Kofi Annan, un homme du continent, probablement, en tous les cas pour moi, le plus grand homme du XXIe siècle, qui s'est associé avec un professeur d'Harvard, John Locke, pour réfléchir sur
sur comment mettre en œuvre des principes, des idées, des procédures pour que les entreprises, enfin, adhèrent à ce nouvel état d'esprit et se disent oui, je vais devoir conduire mes activités, mais avec le respect des droits fondamentaux des êtres humains, de tous les êtres humains qui sont concernés par mes activités, que ce soit les travailleurs sur mon projet, que ce soit les communautés locales sur lesquelles les terres vont être occupées pour faire mon projet, que ce soit les consommateurs, quand nous prenons quelque chose, qu'un produit ne soit pas un produit qui aille contre notre santé, contre notre sécurité, que quand une communauté locale est expropriée, que les femmes et les enfants le soient dans la dignité. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. C'est parce que je suis un avocat depuis 30 ans qui ai travaillé en droit minier et en droit pétrolier. Depuis 30 ans, j'ai fait des financements de projets miniers et pétroliers. Depuis 30 ans, j'ai fait des structurations de projets. Depuis 30 ans, j'ai fait du droit fiscal, minier et pétrolier. Depuis 30 ans, j'ai assisté des sociétés minières, pétrolières et des banques sur les projets qui se passent chez vous, en Afrique. Et au bout de plusieurs années, je me suis rendu compte que la chose la plus importante pour qu'un projet marche bien, pour qu'un projet soit durable, pour qu'un projet soit profitable, et bien pour tout cela, pour que les banques soient remboursées, pour que les assureurs soient épargnés, pour que les actionnaires profitent de l'argent, pour que le pays trouve sa source de revenus équilibrée et que les communautés locales soient satisfaites. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en réalité, l'élément le plus important, au-delà de tout, c'était effectivement le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes impliquées dans le projet. Et personne ne s'y trompe, car aujourd'hui, même les banques, je dirais surtout les banques, qui sont pourtant, pour métier, quelque chose de fort mercantile, c'est normal. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, un projet minier et un projet pétrolier durable sera un projet qui respectera tous les droits fondamentaux. L'environnement fait partie des droits fondamentaux. Le nettoyage des sites fait partie des droits fondamentaux. Comment peut-on imaginer qu'un projet puisse avoir pour conséquence de polluer l'air? Comment peut-on accepter qu'un projet minier puisse polluer les rivières? Comment peut-on accepter qu'un projet minier ou pétrolier fasse que des communautés locales entières soient expropriées de leurs terres sans être relogées, sans être indemnisées, dans des conditions dignes? Ce n'est plus acceptable, et c'est désormais cette idée du XXIe siècle qui domine. Et ce droit, il devient maintenant aussi extraterritorial. Il est intéressant de noter que dernièrement, une société minière canadienne vient de se voir refuser d'être jugée dans le pays dans lequel elle avait ce projet pour être désormais jugée dans son pays, le Canada, pour esclavage et travail forcé. Des mots durs pour une société minière du XXIe siècle. C'est la réalité. 45 millions de personnes dans le monde sont aujourd'hui considérées comme en travail forcé ou en esclavage, qui font bénéficier à notre monde et aux sociétés 150 milliards de dollars de profit. Est-ce acceptable? Cette société, elle employait 2 sous-traitants dans un pays d'Afrique qui travaillaient avec l'État en question. Je m'abstiendrai du nom d'État et du nom des sociétés. Eh bien, il était évident que les travailleurs de ces sous-traitants étaient maltraités, travaillaient dans des conditions exécrables, avec la complicité de l'État. Et l'État, non content de veiller à ce que ces sous-traitants fassent le travail, avait dépêché l'armée sur le terre en question, du terrain minier. Eh bien, la société canadienne, cotée en bourse, aujourd'hui fait l'objet de recours devant ces tribunaux au Canada
décision de dire « vous ne vous êtes pas comporté en minier responsable ». Et c'est aujourd'hui certainement le mot. L'activité minière ne peut être viable, acceptable, que si elle est effectivement socialement responsable. C'est fort probablement de l'échec de certaines politiques de certains États que l'idée est venue de contraindre les sociétés à devoir respecter la dignité humaine. Et c'est au travers d'un certain nombre de textes, et notamment ceux que l'on appelle, et je vous invite à les consulter, les principes directeurs des Nations Unies, adoptés en 2011 à l'unanimité de la Commission des droits de l'homme, qu'a été mis en place des procédures, des outils que je vous invite à consulter, car c'est à nous les avocats de veiller à mettre en œuvre ces outils, de conseiller nos clients, de conseiller les sociétés avec ces outils qui existent, qui est à votre disposition pour veiller à ce que nos clients, et donc indirectement nous-mêmes, participions à ce que les projets soient respectueux des droits fondamentaux, c'est-à-dire des droits humains. Je voudrais dire qu'à ce titre, la globalisation, aujourd'hui contestée par certains, que je ne citerai pas, cette globalisation économique et financière est aujourd'hui une globalisation qui devait s'étendre au social, à l'être humain. Eh bien, cela a été fait en 2011 par les Nations Unies au travers de ces principes qui ont été aujourd'hui, pour certains, incorporés dans le droit positif. Car en réalité, on ne parle pas d'une zone de non-droit, le droit de l'environnement, le droit des nettoyages de sites, le droit à l'hygiène, à la sécurité. Tous ces droits-là sont des droits positifs. Mais il faut aller plus loin que le droit positif. Ce qui est demandé aux entreprises aujourd'hui, c'est de penser plus loin. C'est d'évaluer leurs risques, non pas pour eux, mais le risque pour les victimes. L'état, la méthode de pensée des entreprises et de nous, avocats, doit changer. Dans le monde moderne, aujourd'hui, notre pensée pour une entreprise, c'est pas de dire à l'entreprise où est votre risque fiscal, où est votre risque ceci ou cela, c'est quel est le risque pour les droits fondamentaux. Quel est le risque que vous allez entraîner pour les hommes, pour les femmes qui seront concernés par votre projet et par vos activités? Telle est la mentalité nouvelle du XXIe siècle à laquelle Kofi Annan nous invite tous à participer. Il était d'ailleurs mon invité à l'IBA il y a un an pour nous convaincre, nous les avocats, nous étions 700 dans la salle, de l'importance du respect de ces principes. Ces principes s'appliquent à tous. Et dans tous les pays, on parle de normes internationales, de principes internationaux, de standards internationaux qui ne sont pas localisés. On parle de tous les êtres humains dans tous les pays du monde et par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles soient nationales, qu'elles soient cotées en bourse ou autres. Tels sont les principes qu'on nous demande de mettre en œuvre. Ce sont des principes sans frontières, car nous parlons de droits universels. Parlons de droits universels, comment ne peut-on pas parler d'universalité de son application? Vous êtes les uns et les autres, nous le sommes tous, en tant qu'avocats, concernés dans nos pays pour mettre en œuvre ces principes qui visent au respect des droits universels et de façon universelle. Il n'est plus le temps pour les entreprises uniquement de la philanthropie, de se dire j'ai construit un hôpital, j'ai fait des choses pour les enfants, c'est non satisfaisant, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est plus suffisant. Il ne faut plus acheter le ciel uniquement en construisant des œuvres sociales. Il faut aussi anticiper tous les impacts négatifs que les activités peuvent avoir sur les êtres humains. Il faut aller plus loin dans sa façon de penser le droit, de penser un projet, de penser l'entreprise, et pour nous, avocats, de penser dans notre rôle d'avocat défenseur des droits fondamentaux au niveau des entreprises. Nous sommes donc tous invités par Kofi Annan, l'un des nôtres, à changer d'état d'esprit et de savoir influencer nos clients.
qu'ils soient américains, africains, français, chinois ou japonais. Ces principes n'ont pas de limite territoriale. Ces principes seront tous, et le sont déjà, examinés par les cours d'arbitrage international à l'occasion des litiges. Ce serait trop long à expliquer sur la protection des investissements. Ces principes sont repris dans les traités d'investissement. Ces principes sont repris dans les constitutions, dans les lois. Et on peut être fier de dire qu'au Sénégal, la loi minière de 2016 le dit très clairement en disant « obligation de respecter et de protéger les droits humains ». Les nouveaux juges sont ceux auxquels les entreprises font face. Et lorsque ces juges se prononcent contre une entreprise, quand le nom d'une entreprise est en première page d'un journal pour n'avoir pas respecté une communauté humaine, avoir une communauté locale, alors l'entreprise subit une sanction grave. Et cette sanction est sans appel. C'est pourquoi nous, chers confrères, nous avons le devoir d'assister les entreprises pour éviter certainement qu'elles exposent leurs responsabilités devant les cours et tribunaux, mais plus encore, notre périmètre du droit s'étend, notre possibilité d'action s'étend, notre rôle d'avocat s'étend. Nous devons aujourd'hui conseiller les entreprises, les assister et veiller à ce que nos clients ne subissent pas les sanctions de ces nouveaux juges. Vous voyez bien que Kofi Annan, en nous invitant à repenser le droit, nous invite aussi peut-être à repenser une partie de notre métier. Le rôle de l'avocat, c'est celui de défendre. J'espère vous avoir déjà un peu convaincu sur une défense très importante qui est double, celle de vos clients et des entreprises, et au travers d'elles, celle des communautés locales et des droits fondamentaux des gens qui participent au projet de ces clients. Nous avons donc un rôle qui va au-delà du rôle traditionnel, pourtant essentiel, de la lecture du droit. Il doit aller au-delà et il doit aborder quelque chose de nouveau qui n'est plus uniquement ce que l'on appelle le droit dur, mais aussi incorporé dans notre métier, le droit souple. On dit droit dur et droit souple, dans les deux expressions, le mot droit est là. Ne nous trompons pas. Le droit dur sera sanctionné par les tribunaux, le droit souple, qui fait l'objet de principes qui doivent être respectés, pas nécessairement ou toujours incorporé dans le droit positif, sanctionné par les nouveaux juges, nous oblige à devoir étendre notre rôle de conseil. Peut-être est-ce une nouvelle responsabilité. Donc nous sommes attendus. Nous sommes d'autant plus attendus que par ce droit souple nouveau, il y a un bouleversement pour ceux qui aiment la technique, peut-être de la hiérarchie des normes, peut-être même de l'ordre public international. Car ces règles qui sont aujourd'hui prises en compte, ces standards internationaux, prises en compte dans les arbitrages internationaux, prises en compte par les banques pour les financements, sont peut-être des règles qui, du droit souple, vont passer directement à l'ordre public international, sans même passer parfois par la case du droit positif. Le rôle des barreaux, je vais donc conclure, puisque la petite cloche se met en agitation. Je vais donc conclure en disant que j'espère que ce message est passé. Qu'aujourd'hui, nous devons, et j'invite peut-être l'Union internationale des avocats, et celles et ceux, confrères, qui voulaient s'y intéresser, de faire comme à l'International Bar Association, au barreau international, où j'ai participé à la production d'un guide pratique pour les avocats pour le respect des droits de l'homme par nos clients. Et nous avons aussi fait, et j'invite mesdames, messieurs les bâtonniers, à aussi consulter le guide que nous avons fait, qui est le guide pour les barreaux, afin que chaque barreau s'approprie
le respect de ces règles, que chaque barreau qui reste le seul législateur de notre profession, cela doit être clair, que chaque barreau du monde et donc en Afrique s'approprie ces règles, pourvoie à la formation de l'ensemble de nos confrères qui vont, j'en suis certain, notamment avec la jeune génération, et pas qu'elle, puisque j'ai 60 ans, pouvoir poursuivre dans l'avenir ce rôle important de notre métier d'avocat, ce plus beau rôle que nous avons, cette essence et l'âme de notre métier, la défense des droits fondamentaux qui sont les nôtres au travers des entreprises. Je vous remercie. Les trois exposés majeurs, nous allons, par souci d'économie, ouvrir rapidement une liste unique. S'il y a des précisions, des questions, quelques contributions, nous allons prendre 15 minutes pour que les panélistes puissent répondre à vos questions.